Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode 2, un court épisode cette semaine. J'ai eu un petit retard dans mon analyse du Tour de France Femmes avec Zwift, donc c'était les vacances entre autres. Donc mieux vaut tard que jamais pour pour celles et ceux qui l'ont peut-être un peu moins écouté. J'aimerais vous offrir mon analyse de ces 9 étapes quand même mouvementées, surtout dans la deuxième moitié de ce Tour de France Femmes-là. Ça a commencé avec des étapes qu'on savait quelque peu accidentées. On ne savait pas si ça allait se terminer, disons, en échappée ou encore dans un sprint. Et encore là, est-ce que ce serait un sprint plutôt de peloton ou vraiment un sprint d'un petit groupe peut-être qui aurait survécu aux différentes montées qu'il y avait sur ces parcours-là. Mais finalement, ça a été quand même un sprint de peloton. Lorena Wiebes, qui était quand même une grande favorite, qui est une favorite du sprint depuis plusieurs années, depuis que le Tour de France Femmes avec Zwift existe à nouveau, en fait, a réussi, surtout à l'étape 1, à s'accrocher dans le final, quand même assez accidenté. Et s'est emparé du maillot jaune dans cette étape-là qui ne lui était pas nécessairement promise, mais dans laquelle elle a réussi à s'accrocher. Bon, on voyait que tous les coureuses essayaient de se départir d'elle, mais en même temps de ne pas compromettre leur propre chance à elle. Donc, Wiebes qui s'est accroché et qu'une fois qu'elle était aux 200 mètres, finalement, elle a pu décoller et régler ça relativement facilement. Mais elle a été un petit peu plus dominante le lendemain, sur une étape peut-être un peu moins difficile, avec un scénario classique qu'une échappée qui se fait reprendre près de l'arrivée, mais tout semblait sous contrôle. Et Wiebes, quand elle a décollé, ça n'a pas été long qu'elle a pris quelques vélos d'avance. Donc, elle a pu gagner avec le maillot jaune sur les épaules, ce qui était très beau à voir. C'est pas surprenant non plus, considérant que Lorena Wiebes, c'est vraiment une pure sprinteuse, mais elle passe bien les bosses, un peu à l'image de nos nouveaux sprinteurs qu'on a chez les hommes, Mats Pedersen ou Wout van Aert, qui remportent des étapes un petit peu difficiles comme ça, mais qui ont une grosse pointe de vitesse à la fin. Et même Wiebes est même championne du monde de gravel bike. Donc, c'est quand même une coureuse assez polyvalente qui s'est passé certaines montées. Veut pas, le championnat du monde de gravel, c'est pas parfaitement plat non plus et c'est pas simple de manœuvrer à travers tous ces petits chemins-là. Donc, voilà. Plusieurs victoires pour elle dans les dernières années et encore 2 sur cette édition 2026 du Tour de France avec Zwift. Et c'est quand même une grosse vengeance aussi pour Lorena Wiebes qui avait remporté la première étape du Tour d'Italie femmes au printemps, mais qui avait été disqualifiée parce que son vélo était trop léger. Donc, finalement, c'est Elisa Balsamo qui avait remporté, je crois, 4 étapes dans ce Giro-là. Elle avait hérité de la victoire suite à la disqualification de Wiebes. Elle avait hérité du maillot rose et il avait gagné le lendemain sur lendemain. Donc, Wiebes, peut-être qu'il avait mal digéré pour un truc de quelques grammes sur son vélo qui avait été exclu de la course au premier jour. Donc, c'est quand même pas une petite affaire. Donc, grosse vengeance et Balsamo qui a été invisible comparé à Wiebes qui allait finalement poursuivre toute la semaine sans autre victoire d'étape, sans autre occasion même, mais qui a quand même ramené le maillot vert à Nice au terme du Tour de France Femmes avec Zwift, qui s'est poursuivi le troisième jour. Ça a été la première grosse journée de surprise. Donc, c'est une coureuse relativement méconnue qui s'appelle Sigrid Hagset qui a passé presque à 90 km seule en tête de peloton. Et le peloton qui souhaitait la ramener pour potentiellement un troisième sprint massif, mais qui n'a jamais réussi. Il y a même l'ancienne championne du monde, Lotte Kopecky, qui est une super rouleuse, une super coureuse aussi un peu similaire à Wiebes, souvent qui est un peu son poisson pilote. Donc, Lotte Kopecky qui a tenté de la rattraper et qui s'est même rapproché à un point, je pense, à 15 secondes. On les voyait dans la même image sur une image de caméraman en hélicoptère, mais qui n'a jamais réussi à ramener Hagset, qui remporte l'étape, qui prend le maillot jaune à la veille du contre-la-montre. Donc, c'est vraiment un final quand même exaltant. C'était la première journée un petit peu moins prévisible de ce Tour de France Femmes qui allait bien nous servir, c'est le moins qu'on puisse dire. Le lendemain, pas trop de surprise que Marlene Reusser remporte ce contre-la-montre-là, qui est une grande spécialiste, qui est la championne du monde de la discipline. Demi Vollering qui termine troisième, là aussi, pas de surprise, grande rouleuse. Et elle commençait à bien se placer au classement général aussi. Kasia Nimadoma, qui est un peu moins une bonne coureuse de contre-la-montre, qui a perdu seulement autour d'une minute. Donc, c'était bon aussi pour elle de ne pas trop perdre de temps dans cette épreuve-là. La surprise, évidemment, la première grosse surprise de ce Tour de France femmes avec Zwift-là, c'était Pauline Ferrand-Prévot qui lâche plus de 2 minutes sur ce contre-la-montre relativement court. Mais surtout, tout ce qu'on a vu en termes de non-verbal, c'est-à-dire était tout croche sur le vélo. C'est sûr que c'est pas une fille qui a son casque aussi. Tout était un peu étrange. Elle n'avait pas l'air bien.
C'est sûr qu'elle n'a pas fait de contre-la-montre sur route depuis des années. On sait qu'elle a couru en vélo de montagne à temps plein presque 10 ans. Puis avant ça, elle avait été une coureuse de route et les contre-la-montre, ça faisait pas. Il n'y en avait pas tant que ça non plus. Il y avait moins de courses par étape. Donc les occasions étaient rares. Mais de là à perdre 2 minutes 15, je crois, pour une coureuse de cette trempe-là, c'est quand même quelque chose. On avait vu la veille aussi quand les favoris s'étaient expliqués dans une montée près du final que Ferrand-Prévot était pas si bien que ça, mais on pouvait peut-être mettre ça sur le dos de l'explosivité de cette coureuse-là qui était peut-être un petit peu moins présente que les autres. Mais quand même, elle s'était fait distancer. Finalement, ça s'était revenu ensemble. Mais il y avait des petits signes la veille. Donc là, au contre-la-montre, elle s'est un peu sortie du classement général. Et là, tout le monde disait qu'elle pouvait peut-être revenir dans les montagnes. Parce que c'est l'an passé, c'est là qu'elle a gagné le tour de manière quand même assez convaincante, si on peut dire. Mais le lendemain, ça s'est confirmé que son manque de forme, finalement, à Pauline Ferrand-Prévot, qui a été décroché bien avant que les tout autres favorites soient potentiellement décrochés ou commencent à perdre du temps. Donc, c'était la première étape très accidentée, mais elle n'était pas du tout dans le coup. Plus loin, on a vu que les grandes favorites, donc les trois qu'on a nommées tout à l'heure, Demi Vollering, Kasia Niemadoma et Marlène Rosser, avec le maillot jaune, se sont détachés. Donc, on finit à 3. Donc, c'est quand même une étape qui était assez sélective. Et puis, on a bien cru que Niemadoma allait remporter sa première victoire d'étape sur le Tour de France, jusqu'à peu près 100 mètres de la ligne, quand Demi Vollering a complété une remontée qui était quand même quelques vélos de retard. Elle est rentrée sur Niemadoma tout juste avant la ligne, puis il lui a privé d'une première victoire d'étape sur le Tour. Et c'était la première pour Vollering cette année, et c'était pas la dernière non plus. Et Marlène Rosser, première journée en jaune, défend très bien le maillot à l'aube pas à l'aube du Mont Ventoux, mais à l'approche du Mont Ventoux qui s'en venait dans 2 jours. Et on voyait un peu que le classement général commençait à se dessiner, que ce serait ces 3 filles-là qui seraient à surveiller sur la deuxième moitié de ce Tour de France-là, jusqu'à la fin probablement. Le lendemain, c'est une étape quand même similaire, encore une fois très accidentée, beaucoup de montées de difficulté moyenne, beaucoup de cols de deuxième catégorie. C'est Kim Lecourt, éternelle championne bien sûr de l'île Maurice, qui est une gagnante régulière au plus haut niveau. L'an passé, elle a gagné plusieurs étapes au Tour de France et a même porté le maillot jaune. Donc, cette année, elle a réussi à gagner cette étape-là de manière quand même assez impressionnante. Elle est sortie du peloton. Je crois qu'il restait 25 km à la course et puis est allé rattraper l'échappée. Ils les ont tous battus au sprint. Donc, c'est quand même toute une victoire. Et pendant ce temps-là, on a vu aussi la jeune Néerlandaise Pock Pieterse qui ramassait encore plus de points pour son maillot à poids qu'elle allait garder jusqu'à la fin de ce Tour de France femme. Du côté de Nice. Et le lendemain, ça a été le fameux Mont Ventoux. À chaque année, on a une montée historique un peu du Tour de France homme, principalement, qui est reprise. Donc, cette année, c'était le Mont Ventoux. L'an passé, on avait eu le col de la Madeleine. Avant ça, l'Alpe d'Huez. Avant ça, on a eu le Tourmalet. On a eu la super planche des belles filles aussi, la première année. Et Kasia Niemadoma, qui était une des favorites pour cette étape-là, qui avait monté le Mont Ventoux 3 fois cette année déjà, a attaqué à environ à 14 km de la ligne. Et sa stratégie, plus tard, elle l'a expliqué, c'était d'être seule au moment où elle serait exposée au vent. Parce que à peu près à 5 km du sommet du Mont Ventoux, c'est là que ça devient vraiment le Mont Chauve, comme on l'appelle. Donc, il n'y a plus d'arbres. Et en plus, l'arrivée, le vent dominant est direct d'en face pour se rendre au sommet. Donc, elle voulait pas se retrouver avec des coureuses comme Reusser et Vollering qui sont un petit peu plus rouleuses, un petit peu moins pure grimpeuses qu'elle. Elle voulait pas les avoir dans le porte-bagages puis qu'elles bénéficient quand même d'une certaine aspiration à cette vitesse-là. Et avec cette quantité de vent-là, ça fait une différence même si on grimpe dans des pourcentages à 10%. Donc, elle est partie de loin, ça a fonctionné. Pendant longtemps, elle a eu 8, 10, 15 secondes d'avance. Et à l'arrière, heureusement pour Niemadoma, ça se regardait un peu. Reusser et Vollering étaient les 2 seuls qui restaient. Et là, certains analystes ont dit que si les 2 filles s'étaient pas autant regardées, elles seraient revenues et ça aurait tout changé la dynamique de cette étape-là. C'est peut-être vrai, mais en début de parcours. Je veux dire, à un certain moment, Niemadoma, elle avait 1 minute 50, 1 minute 45, 50 d'avance. Donc, clairement, elle grimpait mieux. Elle aurait toujours fini par se détacher, selon moi. Donc, on peut dire que quand elle est partie, peut-être les 2 filles en arrière auraient peut-être dû plus collaborer, mais ultimement, il y a un peu de ça aussi quand on est dans des cours. Tu sais, on est à 10% de moyenne dans une montée. On peut pas non plus tout mettre sur le dos de je roule pas. Je veux dire, ça change pas grand-chose. Tu peux pas t'en couper le vent à une autre personne dans le bois, comme je disais, parce qu'on est encore dans la partie boisée du Mont Ventoux.
ça ne changera pas grand-chose d'être en avant ou en arrière. Donc, ultimement, une autre raison pourquoi les filles ne roulaient pas, peut-être parce qu'ils n'étaient pas capables de rouler aussi vite que celles qui partaient devant. Donc, moi, je crois pas trop à ça. Parce que c'est le Mont Ventoux, on est à 9, 10, 11%, fait que tu sois premier ou deuxième, t'auras pas beaucoup ça te coupera pas beaucoup de vent, sauf sur la dernière partie. Et c'est là aussi qu'elles ont moins collaboré, elles ont continué à perdre du temps. Mais on a vu par contre, et finalement Nima Doma qui gagne l'étape, mais on a vu dans le dernier kilomètre, un présage de ce qui allait arriver durant le week-end, c'est-à-dire que Demi Vollering s'est débarrassé de Marlene Reusser et a repris 30 secondes. Nima Doma dans ce dernier kilomètre-là. Ils ont passé à la flamme rouge avec 1 minute 45 d'écart sur la meneuse et Vollering passe la ligne à 1,15. Donc, on a vu que cette puissance-là sur 2, 3, 4 minutes qui allait lui servir durant le week-end. Et puis voilà. Fait qu'on peut le regarder de toutes les façons qu'on veut. Moi, je pense que c'est la meilleure grimpeuse qui a gagné au Ventoux, puis c'est ce qu'on veut. Puis ça me fait penser un peu à quand Del Toro et Carapace chez les hommes se regardaient à la fin du Tour d'Italie 2025 dans le col del Finestre qui regardait un petit peu Simon Yates est parti puis les deux regardaient qui allait rouler, mais à un certain moment ils ont perdu tellement de temps que je veux dire ils grimpaient quand même, ils étaient juste moins forts. Je pense à un moment donné tu peux pas y aller, fait qu'on peut réanalyser tout ça autant qu'on veut, mais finalement ce jour-là Simon Yates était le plus fort comme Nima Doma sur le Ventoux. Donc il restait seulement 2 étapes et 3 coureuses en moins d'1 minute d'écart suite au Mont Ventoux. Nima Doma en jaune par 14 secondes à l'aube de ce dernier week-end de course qui nous amenait vers Nice et qui allait avoir un circuit final le dimanche dans la ville de Nice. Et ça s'est joué tout de suite après le dernier Grand Prix de la montagne du jour. Donc, c'était un petit virage serré, un petit mur de quelques centaines de mètres, très à pic, et Demi Vollering a placé une mine démentielle, encore une fois, sur un effort qui peut durer 2-3 minutes. Et Kasia Nima Doma s'est accroché, mais s'est fait distancer dans les tout derniers mètres de ce petit, entre guillemets, mur-là. Et Vollering a filé avec ça, a pris de l'avance dans la descente, a gagné l'étape, pris le maillot jaune par seulement 8 secondes. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est ce qui s'est passé juste avant, dans le virage. Donc, c'est Célia Guéry, la coéquipière de Vollering, qui donnait son relais, donc qui se tassait après avoir beaucoup forcé dans la montée, fait son effort final. Elle a laissé passer sa leader, mais elle était capable de rester en deuxième place, parallèle avec Nima Doma. Et donc, ils ont pris le virage ensemble. Donc, Célia Guéry est à l'intérieur. Et elle a pas laissé beaucoup d'espace, disons, à Nima Doma à la sortie du virage. Donc, elle a un petit peu coincé. Elle a perdu quelques longueurs de vélo sur Vollering. Elle a dû refermer le trou par la suite. Et ça n'a certainement pas aidé pour l'effort final dans cette côte-là, qui, finalement, Nima Doma se fait lâcher justement très près du sommet. Fait qu'on peut penser que ça aurait peut-être changé quelque chose. Mais là, ce qui est arrivé après ça, Nima Doma s'est fâché publiquement devant tout le monde et puis a accusé Guéry de tactiques déloyales, ces choses-là. Puis j'ai aucun respect pour eux autres. Donc là, on lavait notre linge sale en public, c'était pas très beau. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux aussi. Moi, après ça, on a vu plusieurs angles de caméra dans lesquels, selon moi, on voit que Guéry, effectivement, prend le virage à l'intérieur. Ça fait perdre du temps à Nima Doma, c'est vrai. Mais elle avait quand même un petit peu d'espace. Je pense qu'on a beaucoup assisté au choc entre un peu l'école de pensée du cyclocross, du vélo de montagne, Critérium. Guéry est issu de ça. C'est une ancienne championne du monde de cyclocross junior. Le directeur sportif de l'équipe de FDJ Suez, Lars Boom, est également un ancien champion du monde de cyclocross chez les élites il y a longtemps. Puis versus Kasia Nima Doma, qui est un peu plus une grimpeuse qui fait pas nécessairement les classiques au printemps non plus, donc qui n'est pas habitué à frotter peut-être autant que ça. Moi, je trouve qu'il y avait de l'espace, je trouve qu'il n'y avait rien de spécial à tout ça. Je pense qu'elle a un peu paniqué sur le coup de l'émotion. D'ailleurs, elle s'est excusée le lendemain. Donc, finalement, tempête dans un verre d'eau, mais ultimement aussi, les commissaires n'ont pas sévi. Je pense que ça, c'est un signal. Puis en plus, quand tu vires à l'intérieur en vélo, comme automobile aussi, je dis ultimement, c'est un peu toi qui as la priorité. Mais c'est pas une raison pour pousser l'autre dans le clos, j'en conviens. Mais là, dans ce qu'on a vu, c'était limite. Mais je pense que avec les enjeux qui sont en place, il faut que tu t'attendes à ça. Quand tu portes le maillot jaune, puis il reste une journée plus quelques kilomètres à cette étape-là, à l'avant-dernière étape. Donc voilà, et le hasard fait bien les choses parce que le lendemain, Demi Vollering a mis les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'elle avait comme rien à voir là-dedans, à part peut-être avoir approuvé ce genre de tactique-là, ou pas, on le saura jamais.
mais elle a réussi à distancer Nima Doma dans la dernière des quatrièmes montées du col d'Aise pour finalement lui remettre à peu près une minute pour gagner le Tour de France et gagner la dernière étape. Encore, donc 3 victoires d'étape finalement pour elle. Donc, toutes les filles se sont battues jusqu'au bout. C'était un super beau tour à voir. Ne pas savoir qui va gagner le tour jusqu'à la dernière journée, c'est toujours spécial. Surtout que chez les hommes, on n'est plus habitué à ça. Chez les femmes, ça arrive quand même souvent. C'est arrivé avec ces deux filles-là il y a 2 ans, notamment, dans l'Alpe d'Huez. Je pense que c'était un final encore plus fou. Vous irez voir ça. Finale du Tour de France 2024. Et aussi à mentionner dans la dernière étape, le numéro que a tenté Isabella Holmgren, notre jeune Canadienne, qui était dans la lutte au maillot blanc, qui était partie dans la 3e de 4 ascensions du col d'Aise à un moment où ça roulait pas si fort que ça. Donc, c'est un parfait moment pour une pure grimpeuse comme elle pour partir. Elle a pris 1 minute rapidement. Par la suite, dans la descente sur le plat pour compléter le circuit, elle a perdu du temps, puis les filles de FDJ ont chassé comme ça se pouvait pas. Donc, ça ne l'a pas aidé. Ils l'ont pas le temps laissé. Ils l'ont laissé partir un petit peu dans la côte. Elle a des belles qualités de grimpeuse, mais par la suite, ils lui ont donné aucun espace. Donc, malheureusement, c'est fait reprendre, mais tout ce temps-là, on ne savait pas ce qui allait arriver avec le maillot blanc parce que c'était tellement serré. On voulait savoir si elle allait réussir à l'enlever à Antonia Niedermayer. Et finalement, ce n'est pas arrivé, mais bel essai. C'était super beau à voir. Et il y a eu d'autres courses aussi, des courses après le Tour de France homme, on a le Tour de France femme, mais on se désintéresse un peu des courses hommes. Il y a quand même quelque chose qui ont retenu mon attention, pardon. Wout van Aert qui gagne 3 étapes en 3 jours au Tour du Danemark et qui remporte le classement en général. Donc, qui a perdu finalement seulement 2 seules courses auxquelles il a pris part depuis le mois de juin, parce qu'il a abandonné après sa victoire au Tour Auvergne-Rhône-Alpes et il n'a pas fait le Tour de France. Donc, on le sent quand même bien en forme là, quand tu gagnes quasiment à chaque jour, même s'il ne court pas tous les jours, j'en conviens. Et il nous a annoncé aussi qu'il faisait la Vuelta. Donc, on va le revoir bientôt au Tour d'Espagne. Grand rival peut-être de Mads Pedersen, s'il reste de l'énergie à Pedersen après son Tour de France. Et puis, il croit en ses chances pour le championnat du monde à Montréal. C'est pas exactement le même, c'est le même parcours, plus ou moins que le Grand Prix cyclisme, mais il y a moins de tours aussi, moins de montées du Mont-Royal, donc c'est intéressant. Puis il a déjà bien fait à Montréal, même dans la configuration normale des Grands Prix cyclistes. Donc, moi, j'ai noté ça pour cet automne. J'espère, on lui souhaite tout le bonheur. Je pense que tout le monde aime Wout van Aert. Sinon, Remco Evenepoel gagne une 4e classique San Sebastian. C'est la première grosse course d'un jour après le Tour de France et Remco en a fait une spécialité. Donc, 4e victoire, c'est un record. 4e béret traditionnel basque qui s'appelle le Tsapela. Donc, j'ai retrouvé ça dans mes recherches. Et finalement, autour de Pologne, une autre course de haut niveau professionnel qui se déroulait dans les derniers jours. 3 victoires en 3 jours aussi pour Jonathan Milan, vrai pur sprinter qui était vêtu de son maillot de champion d'Italie. Donc, c'est vraiment cool, je trouve, esthétiquement de voir un pur sprinter avec le maillot de champion d'Italie. Ça me fait penser à Mario Cipollini dans les années 90. Donc, j'espère pour lui que, surtout après un Giro un peu moyen, qui finalement il a réussi à gagner une étape, mais ça lui a pris 3 semaines. C'est pas ce qui est attendu d'un coureur comme lui. Je lui souhaite tout le succès avec ce nouveau maillot. Puis, ça promet pour l'automne. Il reste plein de courses, surtout en Italie, qu'il peut peut-être remporter. Donc, voilà. C'est un petit tour d'horizon de l'actualité de cette semaine. Je travaille pour avoir certaines entrevues sous peu. Restez là. Merci beaucoup. À la prochaine.